3 étapes simples mais stratégiques pour décupler ses investissements immobiliers. C'est le sujet de cette nouvelle vidéo de notre chaîne AH Strategist dans laquelle on va parler investissement immobilier et investissement immobilier au-delà du million d'euros. Avant de commencer, les rappels habituels, pense à t'abonner à la chaîne et activer les notifications pour avoir du contenu stratégique. Tu peux également nous rejoindre sur notre canal Telegram où nous sommes plus de 3500 investisseurs et entrepreneurs pour échanger et avoir accès à du contenu exclusif. Tu peux rejoindre notre canal Discord, c'est entièrement offert pour poser tes questions, échanger avec la communauté et avoir encore plus de valeur. Et tu trouveras du contenu offert dans la description, sous la vidéo et tout au long de la vidéo. En guise d'introduction à cette vidéo, comment décupler ses investissements immobiliers et comment aller plus loin lorsque nous sommes bloqués, et ce, en 3 étapes simples. C'est le sujet de cette vidéo, hautement stratégique si tu souhaites développer ton patrimoine immobilier et que ce dernier s'exprime en millions d'euros. C'est en partie grâce à ces stratégies qu'un membre ayant participé au Mastermind PNL en janvier 2023 a quasiment quadruplé son parc immobilier en à peine un an. Ces 3 étapes simples doivent être appliquées cumulativement et tu verras les commentaires que certaines personnes ne souhaitent pas l'appliquer et que c'est peut-être pour cette raison qu'ils se retrouvent bloqués. Et après, ils s'en étonnent. J'ai mis également le lien de Mania de l'immobilier, un programme offert dont le contenu sera publié prochainement pour t'apporter plus de contenu. Tu peux d'ores et déjà te préinscrire dans la description. Également, du contenu offert et très stratégique, une masterclass à très forte valeur ajoutée qui viendra compléter cette vidéo. Nous ne pouvons pas tout dire en public de ce que nous révélerons dans cette masterclass. Donc, pense à t'inscrire. C'est entièrement offert et le nombre de places est limité par l'outil, pas par le marketing. Le lien se trouve en haut à droite ainsi que dans la description de cette vidéo. Et à titre d'exemple, tu peux avoir une personne qui a partagé son expérience sur la dernière masterclass. La masterclass a bien lieu aujourd'hui. J'y suis, je me régale. Donc, ce n'est pas du marketing, c'est de la haute valeur stratégique. La première étape pour décupler ses investissements immobiliers est donc la taille de son patrimoine. L'étape numéro 1, c'est d'oublier le nom propre. Le nom propre, c'est quoi ? On pourrait le définir comme un nom masculin signifiant qu'on se contente d'un petit bien en colocation et d'une petite love room et que nous sommes bloqués financièrement pour lever des financements lorsqu'on va demander à la banque. C'est ça le nom propre. C'est caper son ambition. Un patrimoine massif, c'est-à-dire si tes objectifs sont au-delà du million d'euros, ne se constitue jamais en nom propre. Il ne se constitue pas en se disant également « je vais aller au maximum du LMNP et ensuite je vais passer en société ». Non, c'est directement en société et contrairement à ce qu'on peut penser, oui, il est intéressant de faire du nom propre, mais après s'être constitué un patrimoine. La question que tu peux te poser, c'est pourquoi il faut strictement oublier le nom propre ? Parce que l'investisseur ambitieux, il veut de la stabilité et également de la visibilité. Regarde à titre d'exemple cette année. On a eu une erreur du gouvernement sur le plafond à 15 000 euros qui impacte de nombreux investisseurs. On a des changements législatifs par rapport au LMNP qui peuvent réduire à néant toute une stratégie d'investissement immobilier. Ces changements intempestifs ne concerne que la fiscalité du nom propre, que la fiscalité personnelle. La fiscalité des sociétés est d'une bien plus grande stabilité, car si on change la moindre chose, et ce de manière régulière et en permanence, comme le gouvernement le fait sur le nom propre, les sociétés vont fuir. Et si les sociétés fuient, au final, il n'y aura plus d'économie et ça sera une récession. C'est pour également cette raison de stabilité que les multinationales choisissent des pays très stables comme les Pays-Bas, comme le Luxembourg également, puisqu'il y a très peu de changements, c'est très visible et c'est très stable. De plus, la fiscalité en société, elle est décroissante depuis les 30 dernières années, alors que la fiscalité en nom propre ne fait que croître au cours de cette même période de temps. Mais cela entraîne la réflexion qu'on verra peut-être dans les commentaires. Mais il y a l'impôt sur les plus-values. C'est la remarque de ceux qui investissent en nom propre et qui se satisfont de se faire caper leur ambition. Ils répondent
Oui, mais il y a la reprise des amortissements et l'impôt sur les plus-values si on n'investit pas en LMNP. C'est ce qu'on appelle en réalité le biais fiscal, comme les entrepreneurs, si on peut utiliser ce terme, qui préfèrent ne pas scaler leur activité et rester en auto-entreprise. C'est comme un employé qui refuserait une augmentation pour ne pas passer dans la tranche d'imposition supérieure. Ah non, non, je veux rester dans ma petite tranche d'imposition. Non, non, je veux rester dans ma petite auto-entreprise. Je ne veux pas scaler. Non, non, je me contente de ce que j'ai, ça me va largement. Lorsqu'on est ambitieux, on n'a pas ces considérations. Mais posons-nous une question sincère, et je te pose cette question et n'hésite pas à y répondre dans les commentaires sous la vidéo. Préfères-tu ne pas payer d'impôt sur 30% de plus-value sur un parc à 500 000 euros, c'est-à-dire 150 000 euros de plus-value, ou est-ce que tu préfères payer 50% d'impôt sur 10% de plus-value, mais cette fois-ci sur un parc de 5 millions d'euros? Et de surcroît, la non-réintégration des amortissements à LMNP, à mon avis, ces jours sont comptés. Ils sont comptés. Pour moi, il est en phase terminale, le LMNP. Et ce n'est pas ce n'est pas s'il va être aboli, c'est plutôt quand est-ce qu'il va être aboli et que cette niche fiscale va être supprimée. Le seul investissement que tu dois faire en nom propre, c'est la résidence principale. Et là, encore une fois, pour mettre en place une stratégie massive, il va falloir considérer la résidence principale comme un actif. Le seul achat que tu dois faire en nom propre, c'est ta résidence principale. Et oui, la résidence principale, elle est un actif. D'ailleurs, je vais te partager à la fin une technique qui permet à une personne d'avoir une résidence principale qui lui coûte 1 100 euros par mois et qui a déjà dégagé plus d'1 million de plus-value latente, qui, en résidence principale, je vous rappelle, est entièrement exonérée. Et en plus, cette résidence principale lui permet d'investir massivement. Tu trouveras le lien du podcast en haut à droite si cela t'intéresse et cela sera rappelé à la fin également. La seule résidence principale que tu dois acheter en SCI va être ta dernière résidence pour des raisons de succession. Et c'est également expliqué pourquoi dans le podcast que je te partage. La deuxième étape, une fois que tu as oublié le nom propre et que tu as accepté le fait d'oublier le nom propre, c'est de maîtriser parfaitement le véhicule d'investissement toléré par les banques. Il va falloir se poser la question des banques et de l'acceptation des banques et avoir une approche bancaire nécessaire. Lors d'une précédente masterclass, nous avions une personne qui demandait pourquoi ne pas investir avec une SASU. Tout simplement car il faut prendre en compte les exigences bancaires en matière d'octroi de financement, sauf si bien évidemment tu as 100 millions de cash sur tes comptes et que tu peux tout acheter cash. Mais même dans ce cas-là, quelquefois, il est plus intéressant d'acheter à crédit, même toujours plus intéressant d'acheter à crédit. Il faut se poser la question de ce qui est accepté, ce qui n'est pas à accepter. Je t'invite à faire un test pratico-pratique pour ne pas me croire sur parole, d'aller dans 2 agences bancaires avec le même projet immobilier et la même personne, vu que ce sera toi. D'un côté, tu présentes un investissement avec une SASU, un investissement immobilier avec une SASU, et tu vas dans une autre banque, de préférence du même réseau. Tu vas dans une première banque Crédit Agricole et tu vas dans une deuxième agence Crédit Agricole. Et dans l'autre agence, tu vas dire que tu souhaites investir avec une SCI. Ensuite, tu vas comparer ton expérience et tu vas comparer les retours que tu vas avoir de la part du banquier et les exigences du banquier. Et tu vas vite comprendre pourquoi tu dois uniquement te concentrer sur la SCI. Et tu peux remultiplier l'exercice une infinité de fois si tu as besoin d'en être convaincu. Tout ce que je dis, tu peux le vérifier en allant toi-même chercher l'information. Si demain, tu as une date Tinder avec Sandrine Rousseau, pour ceux qui voient qui c'est, tu ne vas pas la récupérer avec ton 4x4 recrachant plus de CO2 qu'un troupeau de vaches après un cassoulet. Mais avec une banque, c'est exactement pareil. Tu te poses la question de l'exigence bancaire de la partie prenante qui est la banque pour avoir le financement. Si on te dit qu'aller avec une SCI, tu auras plus de chances d'avoir un financement que y aller avec une SASU, mais tu oublies la SASU. C'est aussi simple que ça. C'est pareil pour le financement immobilier que la date avec Sandrine Rousseau. Et tu n'auras même pas besoin de monter sur le trottoir. Lorsque tu sais quel outil utiliser et quel outil tu vas utiliser pour mener cette stratégie d'investissement, il va falloir que tu le maîtrises parfaitement, que tu maîtrises toutes les subtilités de l'outil et que tu deviennes
un docteur, doctorant de cette forme. Et c'est l'avantage d'avoir un seul véhicule d'investissement. C'est que tu dois connaître uniquement les subtilités de ce dernier et n'en maîtriser qu'un seul. C'est-à-dire que tu ne dois pas t'intéresser au reste, tu ne dois pas te perdre. Cela ne demande pas énormément de travail, c'est de maîtriser exactement sur le bout des doigts cet outil. Tu n'as pas besoin de connaître le régime LMNP, tu n'as pas besoin de connaître les exceptions, tu n'as pas besoin de connaître qu'est-ce qui est une région touristique, qu'est-ce qui n'est pas une région touristique, quelles sont les exceptions. Tu n'as pas besoin de connaître tout ça, tu as juste besoin de maîtriser un seul outil. Par contre, tu dois le maîtriser parfaitement et maîtriser particulièrement ses subtilités. Par exemple, sur patrimoine exponentiel, on présente la technique qu'on a nommée la technique de la taquilla bancaire sur les SCI. Cette technique qui te permet d'avoir le meilleur des demandes, du financement perso et de la détention professionnelle. Quand tu maîtrises à la perfection toutes les petites subtilités et toutes ces petites subtilités, tous ces petits détails qui font des grosses différences à la fin, tu vas aller beaucoup plus vite et tu ne vas pas te perdre dans différents régimes qui évoluent chaque année. Comment faire si tu as déjà investi en nom propre? Et comment je ferais si j'étais dans cette situation? Si j'avais du nom propre et que je souhaitais mettre en place une stratégie pour développer un patrimoine massif, un patrimoine au-delà du million d'euros, en dessous du million d'euros, ce n'est pas massif, comment je ferais? Il existe plusieurs possibilités. La première serait de faire un OBO de mes biens perso par une SCI et en même temps espérer dégager une poche de liquidité. C'est difficile, même si sur Internet, les OBO sont présentés sans cesse. C'est difficile, mais c'est réalisable. Il ne suffit pas d'aller voir un banquier et de lui présenter l'opération. Non, c'est obtenir un financement en OBO est beaucoup plus difficile et jamais évoqué sur les vidéos parlant d'OBO. Alors que le principe même d'un OBO, c'est d'obtenir le financement. C'est la clé de voûte de l'opération. C'est plus important d'être sûr d'avoir le financement que l'inverse. Ou la deuxième possibilité, qui est simple mais radicale, c'est que je ferai un arbitrage de mes biens et je les mettrai en vente pour mettre en place cette stratégie ambitieuse tout en dégageant, je l'espère si les achats ont été correctement réalisés, des poches de liquidité pour aller encore plus vite dans ma stratégie et activer tous les leviers que je dispose. Avant de parler de la troisième et dernière étape, petite coupure publicitaire, Patrimoine exponentiel, qui est notre programme d'ingénierie bancaire, si tu as envie d'aller plus vite et d'adopter toutes les stratégies les plus efficaces et de maîtriser tous les outils d'investissement parfaitement et savoir maîtriser les subtilités, tu peux rejoindre Patrimoine exponentiel et sa communauté professionnelle. Le lien se trouve dans la description, dans les commentaires et en haut à droite. Tu auras toutes les armes, toutes les techniques à employer et tu maîtriseras parfaitement les outils. Par contre, je tiens à le préciser et à insister dessus, c'est une communauté de professionnels qui passent à l'action, qui s'entraident, qui échangent leurs contacts, y compris bancaires. Donc on ne veut pas de touristes, on veut uniquement des gens qui ont une forte ambition. C'est important de le préciser. Le programme s'oriente uniquement sur l'ingénierie bancaire au service de l'investissement immobilier, de la constitution d'un parc immobilier supérieur à 1 million d'euros. Donc tu ne trouveras pas d'astuces pour trouver le meilleur jacuzzi et des remises sur tes draps anti-taches pour ta love room ou des conseils de décoration pour savoir où acheter la meilleure lampe. C'est important de le préciser. Troisième et dernière étape qui est vitale et qui est souvent la plus difficile, c'est comprendre des aberrations. Ça peut paraître particulier dit comme ça, mais les aberrations bancaires, il y en a un tas. Le système bancaire français, et pas uniquement, est rempli d'aberrations, de choses qui sont totalement illogiques et qu'on croit être une force alors qu'en réalité c'est une faiblesse. Et nous allons en voir quelques-unes et nous allons nous concentrer sur les plus importantes. Le profil de l'emprunteur est plus important que le profil de l'opération immobilière. Si tu mets ton focus sur la présentation de ton opération immobilière et en négligeant ton profil emprunteur, tu auras du mal à lever des financements. Comprends qu'une banque préfère financer un Pinel déficitaire à un chirurgien que prêter à quelqu'un qui est au RSA qui achèterait 5 000 € du mètre carré à Paris. C'est aberrant, mais par contre, c'est comme ça que cela se fait.
Comprends également que le CDI est bien plus important que les revenus immobiliers perso. Et c'est d'ailleurs pour cette raison qu'en investissant en nom propre massivement, quand une banque voit des revenus immobiliers trop importants, ils se disent « Ah, mais il va arrêter de travailler, donc il va abandonner le CDI » et que le CDI est ce qu'il préfère. Donc, tu détériores ton profil emprunteur lorsque tu as des revenus immobiliers en personnel. Un entrepreneur, c'est égal à des risques. Être entrepreneur vis-à-vis d'une banque, c'est un risque. Ce n'est pas un bon profil. C'est triste à le dire, mais c'est comme ça. C'est d'ailleurs pour cette raison que lorsque tu te présentes en tant qu'entrepreneur, on va te demander 3 ans de bilan, tandis que si tu te présentes en tant qu'employé avec un CDI, on va te demander tes 3 derniers bulletins de salaire. Retiens qu'un chômeur aura plus de chances à emprunter que si tu arrives avec une holding et une SCI au départ. C'est important de le préciser également. À titre d'exemple, et quelquefois les gens peuvent dire oui, non, mais c'est inventé. Pour autant, ils n'arrivent pas à aller plus loin, mais ils se disent qu'il doit avoir un secret, un hack ou des choses comme ça. On avait fait un short, et le lien, je vous le mettrai en haut à droite, d'Anthony Bourbon, qui est un multimillionnaire qui n'arrivait pas à avoir un financement sur sa résidence principale, alors qu'il avait sur les comptes de sa société 4 fois le montant de l'investissement immobilier qu'il voulait faire. Et il expliquait qu'il ne comprenait pas. Et vous avez la réponse. C'était une aberration bancaire qu'il n'avait pas compris et il n'avait pas su présenter l'opération. Et il dit que quelqu'un qui est en CDI aura plus de facilité à lever du financement immobilier, d'investir dans l'immobilier que lui qui est entrepreneur. C'est une autre aberration, mais c'est comme ça que ça marche. À partir du moment où tu les as compris, tu sais comment orienter la chose. Le profil emprunteur, qui est la chose la plus importante, tu vas devoir te concentrer dessus pour le maximiser. C'est ce que va regarder le banquier en priorité et pour dire, il va regarder presque que ça. Donc, c'est ce que tu dois travailler en priorité, te focaliser dessus et mettre toute ton énergie dessus et surtout bien comprendre les composantes de ce profil. Tu peux le travailler en faisant de la recherche terrain, c'est-à-dire en questionnant ton banquier, en regardant ce qu'il regarde, en demandant la justification des refus. C'est presque de l'open source ou ce qu'on appelle de l'OSINT. Tu auras toutes les informations, en sachant qu'à chaque fois que tu iras te prendre un refus, tu grilleras une cartouche. C'est important de le préciser, tu grilleras un partenaire. Si tu es entrepreneur, tu vas devoir mettre une stratégie simple en place pour ne plus apparaître comme un entrepreneur, sans pour autant passer par le Photoshop et le faux usage de faux qui est strictement interdit, même si certains le recommandent. C'est strictement interdit lorsqu'on veut faire des vraies stratégies et surtout qu'il n'y en a pas besoin et que seuls les mauvais l'utilisent. On détaille notamment un exemple sur le profil emprunteur. À la fin d'un live, c'est le live 3 pour ceux qui rejoindront Patrimoine Exponentiel. Car la banque, elle vérifie un point en particulier. Il faut savoir juste quel point elle vérifie. Mais quand je te disais précédemment de ne pas griller une cartouche, si tu vas à la banque en te présentant comme entrepreneur et que la banque te fait comprendre qu'elle n'a pas envie de te prêter parce que tu es entrepreneur et que tu n'as pas assez d'historique, si tu reviens le lendemain en disant que tu es employé, il ne faut pas la prendre pour une conne non plus. Hein. Ils ont eu un minimum de mémoire. C'est pour ça que je te dis que tu grilles une cartouche à chaque fois. Donc autant mettre toutes les stratégies en place pour favoriser au maximum ta stratégie. La holding, elle est fantasmatique, hein. Surtout lorsqu'on parle de SCI. Tout le monde veut investir avec une holding, tout le monde veut mettre une holding en place, tout le monde veut faire des économies d'impôts avec sa holding. Quand on investit en SCI, et nous avons fait un tas de vidéos sur la holding pour l'expliquer, la non-compréhension de la holding par le banquier, qui est celui qui a le carnet de chèques pour te faire ton financement. Donc c'est le plus important, que toi tu la comprennes et que tu sois doctorant sur la holding, on s'en branle. Littéralement, c'est le banquier qui a le carnet de chèques, c'est lui qui a le pouvoir, ce n'est pas toi. Ça va automatiquement entraîner des refus. Et si tu as des refus de financement bancaire, tu ne vas pas faire énormément d'investissements immobiliers. C'est exactement comme la SAS versus la SCI. Tu peux faire le test également. Je t'invite à faire un dossier en SCI en direct, c'est-à-dire détention en direct de ta SCI, et ensuite tu vas voir un autre banquier avec un dossier avec une SCI plus une holding. Va faire le test et n'hésite pas à nous partager les retours d'expérience. Si tu crois que ce qu'on raconte est du marketing complètement faux.
fais l'expérience sur le terrain et tu te rendras compte de la réalité des choses. Surtout que la holding ne va pas te servir à grand-chose au départ, vu que la SCI ne pourra pas te dégager de dividendes, donc tu ne pourras même pas bénéficier du régime mère-fille, parce qu'une société, pour dégager du dividende, et je l'avais expliqué sur une vidéo sur la holding, il faut qu'elle soit comptablement bénéficiaire. En n'étant pas bénéficiaire les 6 premières années, même avec un gros niveau de rendement, tu ne vas pas dégager de dividendes, donc tu vas payer ta holding, la comptabilité de ta holding, pour avoir aucun avantage. Donc, retiens ça, tu vas payer quelque chose qui va t'apporter aucun avantage et qui surtout va t'entraîner des refus bancaires. C'est le double effet qui se coule, voire le triple effet qui se coule. L'autre avantage de la holding qui consiste à faire transiter l'excédent de trésorerie, c'est ça qui est le plus important. Mais pour le contourner, il y a une autre technique également, entièrement légale. Il faut maîtriser les outils à la fois de la société et à la fois le droit des sociétés. Je ne peux pas l'expliquer ici parce que ça prendrait une vidéo entière à expliquer et que c'est également un avantage comparatif qu'ont les membres de la communauté puisque les gens qui enseignent ça sur Internet n'ont pas cette technique. Donc si on commence à la dire, tout le monde va avoir la même technique et notre communauté n'aura pas d'avantage par rapport à l'autre. Le contenu que je te recommande pour encore plus de valeur, et je te recommande de l'écouter attentivement, le premier, c'est un épisode du podcast 10 millions que je co-anime avec un mentor immobilier. Dans ce podcast, il y aura le parcours de Madeleine, qui a 52 ans en étant salariée, est passée de 2 colocations à LMNP à un parc de près de 10 millions d'euros en 4 ans seulement, en appliquant les 3 étapes que nous avons vues ici, au niveau de sa stratégie bancaire, et en se faisant accompagner. Elle n'a rien à vendre, elle partage son expérience dans la plus grande des transparences en espérant que cela puisse en aider d'éviter les mêmes erreurs qu'elle a pu faire au début. C'est l'épisode qui a été le plus partagé en 2023 sur notre podcast. Également, en matière de SCI, tu trouveras le guide complet des SCI, le lien se trouve en haut à droite. On va beaucoup plus loin sur cette vidéo, n'hésite pas à la consulter attentivement. D'ailleurs, le taux de like sur la vidéo atteste de la valeur apportée dans cette dernière vidéo, puisqu'il est de 100%, même sur Internet, même quand on ne dit pas forcément ce que les gens ont envie d'entendre. Ce qui veut dire que la valeur est très élevée. Il n'est de si bonne compagnie qu'il ne se quitte, donc il va être temps pour moi de conclure sur cette vidéo en espérant qu'elle t'ait apporté beaucoup de valeur. Si tel est le cas, n'hésite pas à la partager et n'hésite pas à lâcher un like. Voici les 3 étapes simples si tu décides de vouloir investir massivement. Pour atteindre ces objectifs, tu ne dois rien laisser au hasard et quelquefois, même si cela paraît contre-intuitif, en cause des aberrations comme on l'a évoqué, cela peut avoir des résultats énormes à partir du moment où tu le mettras en place et à partir du moment où tu l'auras compris. Si tout le monde le faisait, nous aurions beaucoup plus d'assujettis à l'IFI en France et de meilleurs comptes publics, ça c'est sûr. Retiens une seule citation en guise de conclusion. Pour avoir ce que tu n'as jamais eu, il faudra faire ce que tu n'as jamais fait. Thomas Jefferson. Donc, si tu veux avoir un patrimoine immobilier qui se chiffre en plusieurs millions d'euros, tu vas devoir faire ce que tu n'as jamais fait jusqu'ici. Je vous souhaite une excellente journée. Je vous souhaite une excellente soirée selon le moment où vous regarderez cette vidéo. Pensez à la partager, pensez à laisser un commentaire pour le référencement et passez à lâcher un petit like. Cela vous prend que quelques secondes, mais cela nous aide énormément. Et je vous en remercie déjà. Bonne journée, bonne soirée. Ciao, ciao.